dans un premier temps, on va voir les différentes et les principales applications marines qui existent. Il y en a 3, mais on va les voir. On fera un point également sur les différents types de batteries, batterie de démarrage, batterie de cyclage. Après, en fonction des types de batteries, on verra qu'on peut utiliser différentes technologies de batterie. Donc on verra les 4 principales. Enfin, on aura un petit dossier sur comment choisir sa batterie en fonction d'une application démarrage, en fonction d'une application cyclage, en fonction de ses besoins en termes de temps de décharge, en tant que résistance aux vibrations, résistance à la décharge. Et enfin, un dernier chapitre qui sera plus un chapitre conseils et astuces, où on explique, où on donne quelques informations sur comment démonter une batterie, monter une batterie, comment charger une batterie, comment entretenir une batterie. Donc différentes informations qui peuvent paraître, on va dire, assez basiques et assez simples, mais qui sont importants et qui sont pratiquement le plus important. Donc, les différentes applications marines. Aujourd'hui, au niveau les batteries marines couvrent 3 types d'applications. On a d'abord des applications de démarrage pur. Donc, c'est des applications de démarrage où on a un besoin d'énergie qui est vraiment minime. Là, on est surtout sur des applications type bateau pneumatique, petit bateau à coque rigide. Et aujourd'hui, au niveau de l'application de démarrage, la batterie, elle n'a qu'une seule fonction, c'est de démarrer le moteur. Point barre. On ne lui demande pas d'alimenter des accessoires ou des matériels électroniques, on lui demande de démarrer le moteur. Donc ça, c'est la première application et c'est une des applications les plus courantes, on va dire, dans le domaine du nautisme, l'application de démarrage. Après, on a l'application de service. Donc l'application de service, là, on est sur une activité, une application à double usage. On va demander à la batterie à la fois de faire du démarrage moteur, mais également être capable derrière d'alimenter un certain nombre de matériel ou d'accessoires électriques au niveau de votre bateau. Donc là, on demande généralement à la batterie d'avoir un besoin quand même assez élevé en termes d'énergie pour alimenter tous les consommateurs, on va dire, légers du type radio, éclairage, treuil, toutes ces choses-là. Et après, on a la 3e application, qui est la dernière, qui est l'application de traction. Où là, on ne demande plus du tout aux batteries de faire du démarrage, mais on demande à la batterie uniquement de faire de la servitude et de l'alimentation de parc. Alors là, on est plus sur de l'application type bateau électrique ou moteur électrique. En aucun cas, on est sur une partie de l'application démarrage. Pour résumer, 3 applications dans le domaine du nautisme au niveau des batteries. Application de démarrage pur, donc tout ce qui est petit bateau, bateau nautique, bateau à coque rigide. Tout ce qui est application de service, donc démarrage, cyclage, double fonction. Donc là, on est plus sur on va dire du petit voilier, Et après, de l'application de traction, où là, on est purement sur la batterie, du bateau électrique. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai dans le domaine de l'automobile, vous devez l'entendre parler également tous les jours, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui dans le domaine du bateau. Aujourd'hui, la batterie est vraiment devenue le cœur du bateau. Donc on s'aperçoit qu'il y a un niveau de confort qui est de plus en plus important au niveau des bateaux et qu'il y a une multitude aujourd'hui d'accessoires, de matériel électrique, à la fois de série et également en options qui sont rajoutées au fur et à mesure qu'on a besoin d'alimenter. Donc aujourd'hui, savoir dimensionner son parc de batterie, savoir monter la bonne batterie, savoir adapter la bonne technologie en fonction de son parc devient primordial. Donc les différents types de batteries. Aujourd'hui, on va distinguer 2 types de batteries. On va distinguer les batteries dites de démarrage et les batteries dites de décharge lente, dual. Démarrage SLI, on verra la définition après, et décharge lente dual. Dual, c'est-à-dire double usage en fait, démarrage, cyclage. La batterie démarrage, quelle est sa structure et sa fonction? Donc les batteries démarrage qu'on appelle également dans le jargon, on va dire la batterie SLI, ce qui veut dire starting pour démarrage, lighting pour éclairage et ignition pour allumage. Donc la batterie démarrage a pour fonction, elle, de débiter un courant maximum sur un court laps de temps. C'est-à-dire qu'on lui demande dans les 10 premières secondes de démarrer votre moteur. C'est la seule chose qu'on lui demande. La puissance de démarrage à froid, elle est exprimée selon la norme CCA, Cold Cranking Aptitude. Ça constitue le paramètre essentiel d'une batterie de démarrage et on sait aujourd'hui que cette puissance de démarrage peut être exprimée en CCA SAE, en CCA EN ou, si on suit la norme plus dans le domaine du nautisme, The Marine Cranking Amps, MCA, ampère de démarrage marine. La grosse particularité des batteries de démarrage, contrairement aux batteries de servitude, c'est la surface de plaque qu'on va avoir à l'intérieur de la batterie. Aujourd'hui, au niveau d'une batterie, on raisonne toujours selon 2 capacités. La capacité ampère A et la capacité ampère-heure
AH. La capacité ampère, elle, va servir à démarrer votre moteur, démarrer votre véhicule, démarrer votre bateau. Elle a uniquement une fonction de démarrage. Ça correspond à l'intensité de démarrage. La notion de ampère-heure, elle, donne une information sur la capacité de cyclage, c'est-à-dire la capacité de la batterie pour alimenter tous vos matériels électriques. Aujourd'hui, au niveau de la batterie de démarrage, donc on va jouer sur l'aptitude de démarrage, donc sur l'ampère. Aujourd'hui, si on veut augmenter l'aptitude de démarrage d'une batterie, on va jouer sur la surface de contact qu'il va avoir dans la batterie. C'est-à-dire que plus on va avoir une surface de contact de plaque importante dans la batterie, plus on va augmenter sa capacité de démarrage. C'est ce qu'on voit au niveau de ce schéma. A l'inverse, si on veut jouer sur l'ampère-heure, donc sur la capacité de la batterie à alimenter des matériels électriques, on va jouer sur l'épaisseur de plaque et non sur la surface de plaque. Plus vous allez augmenter l'épaisseur de votre plaque et plus vous allez augmenter l'ampère-heure de votre batterie, c'est-à-dire la capacité de celle-ci à alimenter vos circuits électriques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un test basique à faire au niveau d'une batterie, entre une batterie de démarrage et une batterie de cyclage qui a le même bac, même forme, même bac, vous les pesez. Vous aurez des différences de poids entre les deux. La batterie de cyclage sera toujours beaucoup plus lourde que la batterie de démarrage, parce qu'on aura une épaisseur de plaque beaucoup plus épaisse, pour justement avoir une fonction de cyclage, acceptation de charge-décharge sur le long terme. Et bien entendu, aujourd'hui, une batterie de démarrage, elle est faite uniquement pour du démarrage. Ça paraît basique de dire ça, mais du fait de sa structure de plaque, elle n'est pas du tout adaptée à faire du cyclage. Alors, elle va vous faire du cyclage, si vous l'utilisez, elle va vous faire du cyclage, mais elle va vous le faire pendant 2 mois ou 3 mois. Et après, elle va tomber en décharge profonde. Parce que sa structure de plaque en elle-même n'est pas capable d'accepter des cycles réguliers. Donc, on a vu la partie batterie de démarrage, donc les différents types de batteries. Donc, on arrive maintenant sur les batteries dites déchargeantes. Donc, à l'inverse, la batterie Deep Cycle, la batterie dite déchargeante à décharge profonde, a pour fonction, elle, de débiter un courant continu et constant sur un laps de temps le plus long possible. À l'inverse de la batterie de démarrage, où on va lui demander de débiter un courant continu, enfin un courant maximum sur un laps de temps le plus court possible. Là, c'est l'inverse, c'est qu'on lui demande de débiter un courant continu et constant sur un laps de temps le plus long possible. Elle sert à alimenter, bien entendu, tous les systèmes électriques. Donc la batterie Deep Cycle, la batterie déchargeante, dispose de plus de matière active qu'une batterie classique, donc plus d'épaisseur de plaque, plus d'empattage. L'emploi des séparateurs spéciaux également en fonction des technologies, différentes technologies, que ce soit la technologie AGM, GEL ou d'autres technologies, ou la pression au niveau des plaques, peuvent également avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Aujourd'hui, au niveau des batteries Deep Cycle, je vous parlais tout à l'heure de la capacité ampère-heure. La capacité ampère-heure, elle va vous permettre de connaître l'aptitude, l'intensité utile pour pouvoir alimenter l'ensemble de votre parc de matériel électrique. Aujourd'hui, cette capacité ampère-heure, on la définit selon ce qu'on appelle la capacité utile. C'est-à-dire qu'on peut la définir selon une norme C100, selon une norme C20 ou selon la norme C5. Donc la capacité utile d'une batterie dépend avant tout de son temps de décharge. Plus le temps de décharge sera court et plus cette capacité chutera. C'est-à-dire que lorsqu'on dit C5, c'est-à-dire qu'on va décharger la batterie en 5 heures. Donc le fait de la décharger en 5 heures, ça veut dire qu'on tire beaucoup plus dessus. Donc sa capacité va être plus faible et va chuter beaucoup plus vite. A l'inverse, si on raisonne en C20, on va décharger la batterie sous 20 heures. C'est-à-dire qu'on va avoir une intensité de décharge qui va être moins importante que lorsqu'on est en C5 et la batterie va chuter moins vite. Et même chose lorsqu'on raisonne en C100. Ces normes sont importantes, parce que souvent lorsque vous comparez sur des catalogues électroniques ou chez des revendeurs, vous avez certaines personnes qui vont raisonner en C20, d'autres qui vont raisonner en C5 et d'autres qui vont raisonner en C100. Et également sur certaines batteries, il y a certaines batteries qui vont être labellisées en C5, en C20 ou en C100. Toujours faire très attention. C'est pas parce que vous avez une batterie en 105 ampères-heure C20, que vous en trouvez une en C100 en 105 ampères-heure, c'est la même batterie. C'est pas du tout la même batterie. Donc les différentes valeurs de capacité, donc on les exprime en C10 ou en C5. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire que entre C5 et C10, il peut y avoir des différences. Et il peut y avoir également des différences en fonction des technologies. C'est-à-dire qu'on peut avoir une valeur de 100 ampères-heure en C20 sur une technologie classique. Et cette même intensité peut être différente lorsqu'on est sur une batterie au gel ou sur une batterie au AGM.
Après, tout dépend de ce qu'on va rechercher. Après, c'est un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte avant de choisir la batterie qu'on souhaite. Et on le verra après dans la partie comment choisir sa batterie. Là, on arrive sur les différentes technologies de batterie. Et au niveau des technologies de batterie, on distingue 4 technologies principales, qui sont les batteries à électrolyte liquide, qui sont les plus courantes, celles qu'on rencontre le plus souvent et que vous avez certainement tous utilisées d'ores et déjà. Après, on a les batteries à électrolyte gélifié, les batteries AGM à plaque plane, et enfin les batteries AGM à plaque spiralée. Concernant les batteries à électrolyte liquide, qui sont les batteries les plus communes aujourd'hui, là vous avez une vision un petit peu de la structure de la batterie, donc quelque chose d'assez classique, hein. Donc on a le bac. Après, à l'intérieur du bac, dans chaque élément, on a une série de jeux de plaques négatives, jeux de plaques positives qui sont soudées entre elles avec un connecteur qu'on retrouve ici. Il faut savoir que toutes les plaques négatives et les plaques positives sont dans un premier temps empâtées avec un alliage spécifique. Et après, la plaque positive, elle, est mise dans une pochette. Au niveau de cette batterie, on est en électrolyte liquide et on verra après que pour la même structure de conception, on a des batteries qui sont à électrolyte gélifié. Les avantages et les inconvénients de la technologie liquide. Donc les avantages, aujourd'hui c'est une technologie qui est éprouvée, hein, sur laquelle on n'a plus de mauvaises surprises, on va dire. On a un niveau de prix également qui est également beaucoup plus faible que sur les autres technologies, sur les technologies gel ou les technologies AGM. Et aujourd'hui, hein, c'est vraiment la batterie qui est la plus largement répandue. Je pourrais même dire aujourd'hui que pour une application de démarrage pur, on va dire, classique, aujourd'hui c'est la meilleure batterie qu'on peut utiliser de manière, on va dire, classique sur un petit moteur, si vous avez une application modérée et non régulière. Les inconvénients qu'on peut avoir au niveau de la batterie dite liquide, donc bien entendu elle n'est pas anti-fuite, hein, pas 100% anti-fuite, elle est non renversable, c'est-à-dire qu'on peut pas l'incliner à plus de, on va dire, entre 30 et 45 degrés maximum. On peut avoir du dégagement gazeux également. On a une faible performance par rapport au poids et au volume. L'électrolyte liquide non maîtrisé peut s'avérer dangereux en fait, hein, s'il s'écoule. Et enfin, il y a une faible durée de vie en raison de la perte de matière active. C'est-à-dire que la perte de la matière active est beaucoup plus rapide au niveau d'une batterie liquide, contrairement à une batterie au gel ou une batterie AGM. Là, on est sur la structure des batteries gel. Donc, au niveau de la conception en elle-même, on est sur la même chose que la batterie électrolyte liquide. Donc, un jeu de plaques positives et plaques négatives dans les différents éléments. La seule différence va être au niveau des soupapes de sécurité qu'on va rajouter sur chaque élément, et également sur l'électrolyte qui n'est non plus, on va dire, libre dans la batterie, mais qui est gélifié. Avantages et inconvénients de ces technologies au gel. Donc elle a une durée de vie plus longue, hein, que par rapport aux batteries liquides, et on est sur une batterie qui a pratiquement aucune fuite possible. Vraiment, je dis bien aucune fuite possible parce que au bout d'un certain temps, on a quand même un écoulement d'acide avec la batterie au gel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on préconise de plus en plus la batterie AGM, et on s'aperçoit de manière générale que la batterie au gel tend à disparaître un petit peu dans le domaine du nautisme, que les gens s'orientent davantage vers de l'AGM. Pourquoi ? Parce que la batterie AGM va pouvoir, elle, se mettre dans toutes les positions, et là, il n'y a vraiment aucun risque de fuite, et également parce que la batterie AGM va être capable de faire du démarrage, du cyclage, mais également du démarrage, contrairement à la batterie au gel qui, elle, ne fera pas de démarrage. Justement, donc les points négatifs de cette technologie: forte résistance interne, inapte au démarrage, pas de charge rapide, contrairement à l'AGM également qu'on verra après. Il faut absolument respecter, on va dire, l'intensité de charge de 10% de la capacité de la batterie. Aujourd'hui, sur une batterie AGM, on verra après que vous pouvez charger votre batterie à plus de 10% de la capacité de la batterie. Quand je dis 10% de la capacité de la batterie, c'est-à-dire que si vous avez une batterie au gel qui fait 100 ampères-heure, sur sa première phase de charge, vous ne devez pas dépasser 10 ampères d'intensité de charge. Donc on arrive justement sur les batteries AGM. La grosse différence sur les batteries AGM va être sur le fait que l'électrolyte n'est non plus gélifié, non plus liquide, donc en circulation dans la batterie, mais elle est directement imbibée aux plaques, donc comme un système de buvard en fait. Donc vous avez l'électrolyte qui est directement imbibé sur les différentes plaques, et vous avez une compression au niveau des plaques qui est également beaucoup plus importante. Donc vous avez un espace vide dans la batterie également qui est beaucoup plus faible. Donc avantage et inconvénient de la batterie AGM, plaque plane.
donc 100% anti-fuite. Elle peut être utilisation optimale du volume, fonctionne dans quasiment toutes les positions. On a une meilleure résistance aux pressions, on a des courants de plus forte intensité qu'avec la technologie au gel. Elle est absolument sans entretien et on a une capacité de charge qui est beaucoup plus rapide que par rapport aux batteries au gel et aux batteries liquides. Enfin, le seul point négatif, ça va être qu'on va pouvoir les charger beaucoup moins rapidement qu'une batterie de type AGM à technologie spirale. On arrive justement sur les batteries AGM à plaque spiralée. Donc, là, contrairement, on va dire, aux technologies classiques, où vous avez à chaque fois une plaque négative, une plaque positive qui sont parallèles l'une par rapport aux autres. Là, en fait, on a dans chaque élément une seule plaque négative, une seule plaque positive, mais qui sont enroulées autour d'elles-mêmes. L'avantage de ces technologies, c'est que d'abord, pour tout ce qui est aptitude de démarrage, on va pouvoir avoir une surface de contact beaucoup plus importante. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure aujourd'hui. Qui dit une surface de contact beaucoup plus importante, va nous permettre d'avoir également une aptitude de démarrage beaucoup plus importante. Ça signifie que sur ce type de batterie, donc, qui va avoir un encombrement de ce type à peu près, on va avoir la capacité de remplacer des batteries dites de poids lourd, on va dire, beaucoup plus importantes, pour des capacités de démarrage. C'est-à-dire que dans ce type de batterie, dans cet encombrement, on va mettre autant d'intensité au démarrage, sinon plus, qu'une grosse batterie classique à plaque plane. Parce qu'on a la possibilité de mettre dans un seul élément une surface de contact très importante. Donc, au niveau des batteries, on va dire AGM à plaque spiralée, on va distinguer également les deux types de technologies. Vous allez avoir les batteries dites de démarrage et les batteries dites dual démarrage-cyclage. Sur la batterie de démarrage, donc on va pouvoir notamment les utiliser sur les propulseurs d'étrave. Ils sont énormément utilisés, notamment en première montre chez Geno Beneteau. Ils montrent que ce type de batterie pour tout ce qui est propulseur d'étrave, parce qu'ils ont une batterie avec un encombrement moindre et avec une forte intensité de démarrage sur les 10 premières secondes. Et après également, ce type de batterie, on les utilise sur des applications cyclage, parce qu'on a d'autres. Alors là, par exemple, là, on voit un capot vert. Là, en l'occurrence, c'est la batterie Optima, capot vert, capot rouge. Batterie Optima dite de démarrage, mais la même batterie existe avec un capot bleu, mais avec des plaques beaucoup plus épaisses qui va permettre, elle, de faire du cyclage. Les avantages, donc, c'est l'avantage de la batterie Optima, c'est qu'on va avoir une meilleure résistance aux vibrations, on va avoir une meilleure résistance également à la température, on va avoir un temps de charge également qui va être extrêmement rapide. On a également une performance optimale par rapport au poids et par rapport au volume, et on a vraiment lorsqu'on parle des batteries, on va dire dual, on a vraiment une batterie à double usage qui va permettre à la fois de faire du démarrage et à la fois de faire du cyclage. Et on a un très bon rapport qualité-prix. Après, le seul point négatif, c'est qu'on a un prix d'achat qui est beaucoup plus élevé. Après, le prix d'achat, on peut l'atténuer en parlant du rapport cycle au prix. L'avantage de cette batterie-là, c'est que vous allez faire davantage de cycles, donc vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps. Lorsqu'on ramène le prix par rapport au nombre de cycles qu'on va faire par rapport à une batterie liquide, évidemment, le rapport prix baisse. Là, vous avez un aperçu rapide, on va dire, des avantages, des avantages ou des plus des technologies en fonction de différents critères. Donc si on raisonne par rapport à l'aptitude à la décharge avec un courant élevé, on s'aperçoit que les technologies, on va dire, les plus performantes vont être à la fois les batteries AGM SLI, donc c'est batteries AGM démarrage, et les batteries, on va dire, AGM DC, Optima DC, batterie AGM de décharge profonde. Lorsqu'on raisonne comportement à la charge, donc on est réellement sur les batteries AGM. Les batteries AGM, contrairement aux batteries au gel, vont avoir une capacité de charge beaucoup plus importante que les autres batteries. En termes de résistance au cyclage également, ça revient à ce qu'on disait juste avant, c'est aujourd'hui les batteries Optima, on va dire plus les batteries AGM à plaque spiralée, ont une meilleure résistance au cyclage. C'est également vrai pour la performance par rapport aux températures extrêmes et pour la stabilité également des performances dans la durée de vie de la batterie. Donc tout ça pour dire aujourd'hui que à la fois pour les applications de démarrage et à la fois pour les applications de cyclage, on se dirige quand même de plus en plus vers de la batterie AGM. Lorsqu'on est sur vraiment des besoins, je ne vais pas dire quotidiens, mais des besoins réguliers de sa batterie ou une utilisation régulière de son bateau. Comment choisir sa batterie? C'est un petit tableau qui paraît peut-être un petit peu barbare quand on le voit comme ça de loin. Donc là, en fait, on va d'abord définir pour quel type d'application je dois choisir ma batterie. Donc on va raisonner d'abord par rapport aux applications de démarrage et par rapport aux applications de cyclage. Et après, quelles sont les différentes caractéristiques que
dont j'ai besoin ou que je veux mettre en avant. Que ce soit la puissance au démarrage, est-ce que j'ai besoin d'une puissance au démarrage importante? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une résistance au cyclage? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une capacité de charge rapide pour diverses raisons? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une bonne résistance aux vibrations? Je passe maintenant sur la dernière partie de cette présentation, qui est plus une partie, on va dire, conseils et astuces. Donc, dans un premier temps, concernant l'installation, donc comment monter et démonter la batterie, on va dire, rapidement. Donc, le montage et démontage de la batterie doit être réalisé dans un ordre bien précis. Donc, pour la démonter, tout d'abord, il faut toujours débrancher la borne négative, puis ensuite la borne positive, et non l'inverse. Et pour la monter, brancher la borne négative en dernier, afin d'éviter tout ce qui est court-circuit avec les outils. C'est souvent qu'on se retrouve des gens qui font l'inverse, qui ont un outil dans la main et il y a un arc. Et en général, ça leur fait tout drôle. Ou ça fait quelques étincelles. Bien fixer ou serrer la batterie, bien entendu. Ne jamais recouvrir les orifices de dégazage ou les exposer à la saleté. Sur les batteries, notamment les batteries liquides, vous avez toujours des orifices de dégazage, soit sur les côtés, soit sur le devant. On appelle ça des évents. Ces évents, ils sont très importants. Veillez à une aération suffisante, bien entendu. Et éteindre tous les équipements électriques avant de monter et démonter la batterie afin d'éviter toute formation d'étincelles. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début. Là, on est sur les différentes polarités, les différents branchements de la batterie. Donc, veillez à brancher les équipements électriques sur la batterie avec des câbles et des diamètres suffisants pour éviter toute perte de puissance et élévation de température. Après, on distingue trois types de branchements. Un branchement en série, un branchement en parallèle, un branchement en série parallèle. Branchement en série, donc la tension totale est égale à la somme des tensions individuelles. Donc, de batterie de 12 volts, on va avoir 24 volts. Et la capacité totale, elle, capacité ampère-heure, va être égale à la capacité individuelle. Donc on a deux batteries de 12 volts avec 75 ampère-heure. Donc à la finale, on va avoir 24 volts et toujours 75 ampère-heure. Donc on relie le moins avec le plus et le plus avec le moins. Montage en parallèle, donc là, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on va avoir la tension totale qui va être égale à la tension individuelle. Donc on va être en 12 volts, et la capacité totale, elle, qui va être la somme des capacités individuelles. On va être à 150 ampères. Donc on rejoint le plus avec le plus et le moins avec le moins. Et après, on va avoir le troisième montage, qui est le montage série parallèle, où là, on va avoir la tension totale qui va être à la somme des tensions individuelles, donc on va passer en 24 volts, et la capacité totale qui va être à la somme des capacités individuelles, où on va être en 150 ampères. Après chaque décharge, la batterie doit être complètement rechargée, et ceci le plus rapidement possible. On verra après sur la diapo suivante qu'il est très important aujourd'hui de recharger régulièrement ou le plus souvent possible à 100% sa batterie. À partir du moment qu'on tombe déjà à plus de 40% de décharge au niveau de la batterie, on rentre déjà dans une phase où votre batterie va commencer à sulfater. Et lorsqu'elle commence à sulfater, ou vous commencez à avoir des traces blanches au-dessus de vos plaques, on commence à réduire la durée de vie de la batterie. Une batterie qui a un faible niveau de charge vieillit plus rapidement, bien entendu. La recharger uniquement avec un appareil adéquat ou un chargeur adéquat. Tenir compte du temps de charge également. Alors, tenir compte du temps de charge, aujourd'hui, le temps de charge est plus ou moins régulé, parce que la plupart du temps, maintenant, on utilise des chargeurs automatiques qui détectent l'état de santé de votre batterie et qui, après, va lui-même, on va dire, définir le temps de charge en suivant les différentes étapes de charge. Donc là, justement, on voit que lorsqu'on arrive à 12,42 de tension, donc lorsqu'on est à 30% de décharge, donc à 70% d'état de charge, on est sur une phase où voilà, il commence à être important de penser à recharger sa batterie. Lorsqu'on arrive à 12,24, donc on a 50% de décharge, on est déjà dans une phase de sulfatation. Lorsqu'on arrive à 12,09, on commence à avoir des dommages qui peuvent être permanents au niveau de la batterie. Il est très compliqué de désulfater la batterie après. Donc au niveau du chargeur, donc, ne pas utiliser de chargeur sans limitation de tension. Pour une batterie électrolyte liquide, la tension de charge doit être maximum de 14,4 volts et 14,8 volts pour une batterie AGM. Donc la limite de tension est importante. Il faut toujours utiliser un chargeur électronique avec un régulateur de tension, de préférence avec une courbe, ce qu'on appelle IU-OU. Et enfin, si la température ambiante est plus élevée, il faut nécessairement, on va dire, compenser au niveau de la tension de charge. Mais ça, en général, également, les chargeurs automatiques le font d'eux-mêmes. Donc, charge standard, donc la courbe de charge UU, avec un courant de phase I de 10%. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, si on est sur une technologie liquide classique, une technologie gel, on charge à 10% de la capacité de la batterie. Batterie de 100 ampères, intensité de charge 10 ampères. Batterie de 80 ampères, intensité de charge 8 ampères sur la première phase. A l'inverse, sur une batterie AGM, plaque plane ou plaque spiralée, on peut avoir une capacité de charge, elle, qui va être beaucoup plus haute parce qu'on a une faible résistance interne. Donc elle va être capable d'absorber une intensité de charge beaucoup plus haute. D'où l'avantage des batteries AGM et du gain de temps en termes de charge.
quelques consignes de charge, mais on va dire c'est de veiller à une bonne aération, bien entendu, ne jamais charger des batteries gelées ou dont la température est supérieure à 45 degrés. Raccorder d'abord la borne positive de la batterie avec la borne positive du chargeur, on va dire même règle que lorsqu'on démonte ou on monte sa batterie. Donc lorsque la procédure de charge est terminée, bien entendu éteindre le chargeur, interrompre la procédure de charge si la batterie devient trop chaude ou si l'électrolyte s'en échappe, important. Et en général, la plupart des chargeurs sont livrés avec leur membre de poids, donc c'est pas gênant. Les chargeurs régulés en tension s'éteignent automatiquement dès que la tension de charge ne monte plus. Après la recharge, la tension de la batterie doit être de 12,7 ou 12,8 volts. Et en général, il faut prévoir une heure de charge pour contrôler chaque écart de 0,1 volts. Donc si vous contrôlez, vous voyez que c'est à peu près 12,6, 12,5, 12,6, bon, il reste à peu près 2 heures de charge. Quelques conseils par rapport à l'utilisation saisonnière également. Donc, avant la pause saisonnière, donc, il faut entièrement recharger la batterie, éteindre tous les consommateurs électriques et débrancher éventuellement la batterie. Entreposer au frais et au sec la batterie, bien entendu. Les batteries entièrement chargées peuvent même être stockées à des températures négatives importantes. Donc, même si vous n'avez pas la possibilité, on va dire, de la stocker dans un endroit frais et sec, ce qui est primordial, c'est vraiment de la recharger à 100%. C'est-à-dire que si vous la sortez du bateau, vous ne la rangez pas directement. Vous la contrôlez, vous la chargez. Et après la pause saisonnière, recharger complètement la batterie, rebrancher si besoin les équipements électriques et contrôler son bon fonctionnement. On va voir un petit peu toutes les principales causes de défaillance au niveau de la batterie. Donc la première cause de défaillance, c'est ce que je disais juste avant, donc tout ce qui peut être lumière, ventilateur ou autres appareils techniques qui sont en mode stand-by mais qui entraînent toujours une décharge lente de la batterie. Des bornes également qui sont corrodées, qui ne sont pas entretenues, qui ne mangent pas de pain, un coup de nettoyer les bornes régulièrement avec du papier de verre, qu'elles soient bien propres. Des connexions des câbles à forte résistance électrique peuvent entraîner une baisse du courant de charge. Un chargeur défectueux également, contrôler régulièrement que son chargeur fonctionne. On peut laisser un chargeur d'entretien, c'est ce que je préconise, mais il faut quand même s'assurer que son chargeur d'entretien également fonctionne. Les besoins des consommateurs électriques ne doivent pas dépasser la capacité du chargeur également. C'est-à-dire que toujours penser, lorsque vous êtes amené à rajouter des accessoires électriques, toujours penser à savoir si votre parc de servitude est adapté. Donc les autres causes de défaillance, donc tout ce qui peut être court-circuit ou dysfonctionnement dans le système électrique du bateau, une recharge incomplète bien entendu de la batterie, une longue période d'utilisation pas du véhicule mais du navire sans avoir débranché la batterie. Et également, alors quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est également le fait que quand une batterie n'est pas utilisée, vous avez l'électrolyte justement qui ne bouge plus. Et le fait que l'électrolyte ne bouge plus, on peut avoir également lorsque la batterie après repart en utilisation, une réaction électrochimique qui est beaucoup moins performante. Donc c'est notamment pour ça que justement sur certaines batteries, nouvelles batteries qui sortent, notamment sur les technologies liquides, les fabricants de batteries rajoutent ce qu'on appelle des brasseurs d'électrolyte dans les batteries, pour qu'en permanence qu'on brasse l'électrolyte pour éviter qu'il y ait une stratification. Voilà en gros pour vraiment vous donner une vision globale, on va dire, de la batterie.